Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Martin. Bon, on t'accueille ici sur cette visio parce que tu es Upness AgriLife est partenaire de notre projet Food Scanner. Et donc, je t'invite ici pour parler, déjà te présenter, parler de ta structure et des produits que ta structure propose. Et surtout expliquer en quoi c'est des produits qui s'intègrent dans l'agriculture du vivant qu'on promeut et en quoi c'est des solutions vertueuses qui permettent de raccourcir les périodes de transition, parce qu'on sait que dans le monde agricole, l'agroécologie, c'est un tournant à prendre, mais ce qui freine beaucoup de monde, c'est la période de transition où on passe d'un système conventionnel vers l'agroécologie, qui est souvent, qui représente une grosse prise de risque pour le monde agricole. Et dans cette période de transition, des solutions biostimulantes peuvent permettre de réduire les prises de risque. Très bien. Je suis Pierre-Luc Couac. J'ai créé Upness AgriLife il y a 5 ans. Et depuis ce temps-là, on a évolué. Alors, je vais vous présenter. Je vais démarrer voilà, directement sur mon site internet. Ce qui se passe, c'est que nous accompagnons les agriculteurs pour produire mieux et plus. Et puis qu'on fait de la régénération des sols, qu'on essaye de créer des bénéfices par la méthode. On a une méthode où on analyse les sols, on élabore des programmes personnalisés, et puis on suit nos clients, nos parcelles, et puis on a une gamme de biostimulants et une gamme d'engrais. Et on retrouve des qualités saveurs inégalées, ça c'est la présentation globale, un environnement totalement préservé, et puis on a des clients qui aujourd'hui commencent à être satisfaits. Donc là, vous verrez sur le site un petit peu plus loin des vidéos qui circulent, et puis après vous avez une page de solutions, une page de produits, et une page de bénéfices et nos valeurs. Alors, si pour rentrer dans le vif du sujet, donc je partage ton analyse, Martin, et on a beaucoup travaillé sur la régénération des sols en cherchant des résultats assez immédiats, parce qu'en fait, si on régénère les sols et qu'on a des résultats en 5 ans, c'est particulièrement difficile de rester en vie en tant que société de faire ça. Donc en fait, on a travaillé beaucoup là-dessus. Alors, quand on va voir un agriculteur, donc je vais vous partager directement, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence déjà à faire une analyse de sol. Et sans rentrer trop dans le détail, dans cette analyse de sol, on va mesurer l'oxydation, l'oxygénation, etc., etc. J'y reviendrai tout à l'heure. On va mesurer le type de vie microbienne, on va faire une analyse minérale du sol, des ratios, une analyse d'eau, et on va tirer une conclusion et réaliser des conseils. Ce qui nous a motivés, c'est que quelques années en arrière, je suis tombé sur les travaux de Louis-Claude Vincent et des gens qui savaient déjà mesurer le sol, et j'ai remarqué qu'il y avait un lien directement entre l'oxydation et le risque maladies, bactéries, insectes, etc. Donc du coup, on a travaillé et on a monté notre propre labo. Et donc si je veux rappeler certains principes qui ont été faits par Louis-Claude Vincent, les microbes sains, les algues vertes, la fermentation sont dans une zone, dans cette zone-là. Les mycoses, les mildious et les lichens sont dans celle-ci. Les bactérioses dans celle-ci. La dégénérescence et les virus et les affaiblissements sont dans celle-ci. Donc un sol qui suit ce cycle et faisant apparaître des viroses est plutôt, on va dire, en fin de vie. Après, on a découvert que, enfin ça c'est notre travaux, que les insectes prédateurs abeilles positifs sont dans cette zone. Les insectes ravageurs, les nématodes, les pucerons sont dans cette zone. Et puis, dans celle que moi, je n'avais pas identifiée, mais qui a été faite par Louis-Claude Vincent, la zone des microbes pathogènes, de la mort, etc., sont dans celle-ci. Alors, forcément, la zone des sols est là, dans ce que vous voyez. Et nous avons remarqué depuis 5 ans que la vie saine se produit plutôt dans la zone à l'endroit où il y a mon curseur. Et là, quand on remonte, quand on analyse un sol, on s'aperçoit qu'ici, il y a une zone de risque. Et puis là, on est particulièrement infesté avec des méthodes de lutte. Alors du coup, pour donner des explications simples, on s'est fixé une cible et on a choisi et fabriqué des intrants
pour pouvoir atteindre cette cible. Et on va voir comment on peut faire. Du coup, on a fabriqué un thermomètre, on va dire. Et ce thermomètre, il a des valeurs de 0 à 10. Et on s'est rendu compte que la plupart des engrais et pesticides étaient proches de 10, qu'on avait des cultures maraîchères, viticoles et herbo-intensives qui étaient proches de 9. Certains engrais bio, malheureusement, sont plutôt proches de 7 à 8, mais il y en a d'autres qui sont bien plus bas. Beaucoup de cultures conventionnelles sont à 6-7, des forêts françaises peu fertiles, telles la Sologne par exemple, sont plutôt à 6, ce qui veut dire que quand on déboise, on se retrouve facilement avec des cultures, on va dire, déjà naturellement à risque, on va dire. Et puis ensuite, les cultures bio et biodynamie sont souvent entre 4 et 5, mais j'en ai déjà vu à 7. Et la forêt française fertile, elle est plutôt à 3-4. Donc j'ai mesuré des forêts dans le Morvan qui étaient comme ça. La permaculture est plutôt plus basse, donc c'est plutôt un bon signe. Et la forêt tropicale est encore plus basse. Et donc vous pouvez consulter dans mon site, c'est notre valeur de référence. Et nos produits sont vraiment très bas, puisqu'ils sont beaucoup plus bas. Alors forcément, quand on analyse un sol qui est à 8 en redox, avec une très bonne oxygénation, on a remarqué que ça diminue le risque fongique par rapport à la valeur initiale du redox. Et puis, le niveau bactérien est aussi plus bas que dans d'autres circonstances. Si la conductivité du sol est basse, ça a également un impact positif sur le risque insecte. Voilà, mais on est ici globalement élevé. Quand on a un sol qui a un meilleur redox, mais qui est plus, on va dire, en anaérobie, on va se retrouver avec une augmentation du risque fongique, comme vous pouvez voir là, et une augmentation. S'il est fortement salé, pareil, on va augmenter la valeur du risque insecte par rapport à la valeur initiale de 6 du redox. Donc, et également la valeur virale. Et les actions d'UpNest visent dans ce que vous voyez en jaune, à diminuer l'oxydation du sol, augmenter l'oxygénation, diminuer la salinité, et on a observé à maintes et maintes reprises que dans ces cas-là, on a très peu besoin d'intervenir sur le végétal pour obtenir une culture sans risque. Et puis du coup, on a été capable d'expliquer qu'un engrais chimique appliqué à 700, 800 ou 900 kg tous les ans avait un impact négatif sur le redox. Et donc on va le voir. En une année, on va remonter d'un point. Et en 5 ans, donc ça c'est une moyenne, évidemment ça dépend des sols et des cultures en place et également des pratiques culturelles et si c'est totalement couvert ou pas couvert. Voilà. Ensuite, on va diminuer également l'oxygénation. Et puis, du coup, on aura tendance également à monter légèrement la salinité. Tout dépend du type d'engrais qu'on utilise. Bref, vous l'aurez compris, le risque fongique monte et le risque insecte également. Et puis après, je ne vous parle pas du risque bactérien. La plupart des sols riches que nous avons mesurés ne dépassent pas un pourcentage de 40% en vie microbienne et de 3%, on va dire, en matière organique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en 1 an et en 5 ans, d'après nos mesures, et là, on manque de base de données, mais c'est une estimation, toujours est-il qu'on mesure régulièrement des sols conventionnels voisins de 10% avec des taux de matière organique inférieurs à 1%. Ça, c'est très fréquent. Et puis, le sol, il finit par se bloquer, et en étant totalement bloqué, pour ne pas perdre en rendement, on constate souvent qu'on a une richesse minérale du sol qui grandit, parce qu'en fait, on est obligé d'augmenter les apports d'engrais. Et donc, du coup, on a un dernier ratio qui est celui de la fertilité. Donc, la fertilité diminue et les apports montent. Voilà, donc ce qu'on est capable de faire en 2 mois, 6 mois et 5 ans, quand on s'occupe d'un sol, on va diminuer le redox de plusieurs points très rapidement. Puis ensuite, ça va mettre un petit peu plus de temps. Et la première année, en 2 mois, on va augmenter l'oxygénation de cette manière-là. Et puis en 5 ans, on atteindra la cible. La conductivité, si elle est vraiment très élevée, on va pouvoir la baisser assez rapidement. Et puis, ce qui va se passer, c'est que le risque fongique, qui la première année n'est jamais totalement, on va dire, à la cible,
Mais par contre, on arrive assez rapidement à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire vers les cibles, surtout vers la deuxième année. Quant à la vie microbienne du sol, en 2 mois, on est capable de la monter à 80%, donc vous voyez que c'est des valeurs bien supérieures à ce qu'on trouve habituellement, mais sans pour autant avoir remonté le taux de matière organique, qui est pour cela, justement, je travaille beaucoup avec Vers de Terre sur la manière d'apporter de la matière organique qui est forcément stimulée par nos produits comme Solstar, par exemple. Voilà. Ensuite, on constate qu'on a un sol qui se débloque, donc globalement, il devient plus fertile. Et notre objectif, c'est de l'emmener là, et on a déjà emmené des sols à cet endroit-là. Et puis, du coup, on augmente la fertilité du sol, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et puis, forcément, un sol qui est très élevé en oxydation, on retrouve cette typologie, à savoir qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui dégradent le sol, qui dégradent la plante. Ici, par exemple, on est très probablement en présence de nématodes. Et puis, de micro-organismes détoxols, qui sont en particulier le cas, par exemple, quand les sols sont infestés de cuivre ou avec des apports beaucoup trop massifs d'engrais chimiques ou de déchets d'animaux, d'abattoirs, etc., ou de boue de ville, par exemple. À l'inverse, voilà. Donc, nous, quand on travaille, on essaie d'avoir assez rapidement des micro-organismes de régénération de sol et de régénération de plantes. Voilà. Alors après, la conséquence positive, c'est qu'on a un volume minéral par rapport à un témoin qui multiplie par 5 ou 7 ou 10. Ça dépend des applications qu'on a effectuées au sol au préalable et des stimulations foliaires que l'on a fait. Donc forcément, ça c'est l'explication scientifique des bons résultats sur le goût, sur la qualité, sur la conservation, sur le volume récolté et sur le taux de matière sèche, de protéines et de Brix. Voilà pour la synthèse générale. Pour revenir sur l'analyse Novacrop que tu as montré, ce que tu entends par exemple par 300%, c'est une augmentation x3 après traitement de tes produits comparé à un T-0. C'est exactement ça. D'accord? Donc par exemple, le taux de cuivre dans les feuilles ou dans les fruits, il est multiplié par 5 par rapport à un témoin. Et pourtant, on n'apporte quasiment pas de cuivre. Donc en fait, c'est en réactivant la fonction autotrophe de la plante qu'on retrouve ces résultats, on va dire, qui sont plus ou moins positifs, puisqu'en fait, on a un rééquilibrage dans la plante. Hein. Vous voyez que vous avez beaucoup moins d'azote de type ammonium ou de nitrate. Voilà, mais par contre, on a beaucoup plus de sodium, on a beaucoup plus de soufre, du calcium, beaucoup plus de potassium, beaucoup plus de fer, exactement. Que dans le témoin, si vous voulez. Voilà, donc forcément, les premières personnes que j'ai rencontrées qui m'expliquaient que depuis 1920, la plupart des minéraux dans les fruits et dans les feuilles et dans les végétaux avaient diminué de 20 à 80%. Ben là, on est content de constater que déjà en un an de temps, on est capable de rétablir les tendances, je veux dire, originelles, quoi, donc, et mesurables. Mais c'est pas une perte inexorable, quoi. On peut changer ça. Tout à fait, tout à fait. Et on peut le changer relativement vite. Voilà, donc ceci explique comment on a, par stimulation du sol et stimulation de la plante, la possibilité de rétablir les équilibres fondamentaux. Et de toute façon, ils se traduisent positivement de la manière dont c'est expliqué ici. Et en ce sens, c'est une réponse au retour d'une agroécologie, on va dire, stable. Voilà, donc dans l'état actuel de mes connaissances, c'est ce que je peux vous partager aujourd'hui. On a mis au point des solutions de régénération intensive. Et là, pour ça, quand on a un agriculteur qui veut réaugmenter son taux de matière organique rapidement, et puis également diminuer ses risques culturaux, donc on va mettre cette méthode, on a cette méthode qu'on est en train de mettre au point, qui est celle d'épandre 20 à 100 tonnes de végétal broyé au sol, de préférence,
Et puis, on va lui mettre un Sol Start, non pas à 15 litres, mais à 10 litres. Nous, on a revu puisque Sol Start est très efficace, on a 15 litres, qu'on va pulvériser au sol. Donc ça, on va faire ce travail-là plutôt à l'automne, pour donner de la puissance au sol, pour qu'au printemps, on puisse avoir tous les paramètres positifs. Là, on va potentialiser tout cela. Donc ça, tout dépend des budgets qu'on a. Mais là, on va mettre de la zéolite au sol, qui a une très forte CEC et qui va augmenter l'effet rapide et surtout la rétention des éléments fertilisants et de la matière au niveau de la zone racinaire. Et puis après, pour ceux qui peuvent, on va mettre un couvert végétal adapté que l'on va stimuler. Et à l'image de la précédente diapo, forcément, s'il y a énormément de minéraux présents, dont des nanominéraux, vous allez pouvoir les enfouir au sol et ça devient votre propre engrais. Ce qui fait que notre gamme d'engrais, vous allez pouvoir la mettre, mais vous la mettrez avec moins de volume dans le temps. Donc, ce qui est quand même le but. Voilà, parce que si on vient en compensation avec des engrais, à partir du moment où on n'a pas assez de matière organique qui travaille, on va dire. Voilà, puis après, vous pouvez semer. Et puis, donc ce programme, j'y viens parce qu'en fait, la motivation, c'est le niveau critique de matière organique et l'oxydation élevée et des sols qui s'érodent, qui demandent des fertilisants en masse et qui provoquent des maladies. Nous, on veut, quand on fait une intervention comme celle-ci, on a un objectif, c'est de rétablir relativement rapidement une tendance inverse et de rendre le sol fertile avant semis et plantation pour pouvoir assurer des résultats en culture efficaces avant de commencer une culture. Donc, on a eu des cas, on a monté le taux de matière organique de 0,5 à 1% assez rapidement. Donc là, je demande toujours à apprendre de ce côté. Des apports, d'une réduction des apports d'engrais de 30 à 70%, alors pas forcément en un an, hein, mais relativement rapidement. Par contre, les besoins en eau chutent très fortement, donc on a des sols qui, en année très sèche, et on a un dérèglement climatique qui est une évidence aujourd'hui. Donc forcément, si vous diminuez de 50% les besoins en eau, c'est forcément un bénéfice, soit parce que vous ne pouvez pas arroser, ou soit pour vous éviter d'arroser vraiment avec des quantités énormes. Après, je ne fais pas de polémique sur les labours ou non-labours, mais donc on constate que les sols étant plus meubles et plus aérés, on n'est pas obligé de recourir à des techniques de labour. Et puis le Solstar, par exemple, travaille sur des profondeurs de plus d'1 mètre. Donc on n'a pas forcément besoin de sous-soler pour créer un environnement profond, positif, on va dire. Et là, clairement, on a une diminution drastique du risque de maladies et insectes au sol et sur les plantes. Alors évidemment, ça se voit très rapidement sur des cultures très courtes, comme les radis ou les salades, etc. Sur des cultures plus longues, on a ou pérennes, on va dire comme la vigne ou l'arboriculture. En année 1, on a forcément une baisse du risque, mais on n'est pas en totale absence, on va dire. Voilà. Donc l'esprit de travail ici, par rapport à ce qui est fait habituellement, donc c'est un peu même le travail que vous faites chez Vers de Terre, c'est de dire maintenant on va investir dans la terre. Après tout, on achète des bonnes terres, on y paye le prix, et aujourd'hui on arrive avec des investissements tels qu'on les propose, à des coûts qui sont bien inférieurs à celles d'acheter des bonnes terres, et pourtant on les rend relativement vite fertiles. Voilà. Après, j'ai la même opération, on va dire, j'ai refait une version plus light, dans le sens où on n'est pas obligé de mettre des couverts végétaux, parce que c'est exactement la même chose, mais en plus light, si vous voulez. Donc là, on est moins intensif, d'accord? On est typé sur des cultures à plus faible marge, donc on va intéresser plus de monde. Alors si on vient dans la version intensive, on peut avoir des cultures, par exemple, en particulier maraîchères, on va dire, qui demandent à être stimulées en permanence, notamment quand on cherche du rendement. Et donc on va pulvériser, et pour le coup on peut pulvériser 3 fois au minimum, et puis jusqu'à 10 fois, ça dépend du cycle de culture. Et puis quand on est dans des pressions insectes, on va alterner avec un stimulant, un engrais qui stimule la plante sur la défense des insectes, et puis on va faire la même chose sur les pressions fongiques.
Et puis, quand on veut, on n'a pas assez au sol, on peut en apporter en cours de culture aussi bien en granulé, mais là, pour le coup, c'est en liquide. Donc avec des versions 7,2,3, 5,2,5 ou 4,2,8. D'accord. Donc je rappelle, on n'utilise que des engrais d'origine végétale. Voilà. Et puis, donc notre motivation, c'est quoi? Ben, c'est quand on est dans un sol oxydé salé, les plantes poussent avec des maladies et insectes, comme vous avez pu le voir dans mes précédents slides, avec un déficit minéral, protéique, etc. Donc là, ben, ce qu'on cherche à faire, c'est de rétablir les fonctions autotrophes de la plante, de stimuler son système de défense, d'améliorer singulièrement la qualité et les saveurs et d'assurer des rendements élevés. Ce programme est sans doute efficace et beaucoup plus coûteux avec une action au sol au préalable, de préférence à l'automne. Donc, on a des bénéfices attendus qui sont une culture indemne de maladies avec rendement et qualité de récolte, mais par contre, on a une limite. Si vraiment notre sol est très oxydé, les dosages et les fréquences en foliaire vont augmenter tout en ayant un risque de débordement. D'accord. Donc, on conseille fortement une solution au sol au préalable minimum light, tel que je vous l'ai présenté juste avant. Après, on a des cibles, c'est toutes les cultures maraîchères, arbaux, vignes, fleurs, etc. Voilà, tout ce qui est intense. Puis après, on va faire la même chose en protection, en stimulation protection light, où là, c'est la même chose, mais en beaucoup plus light, et puis peut-être qu'on n'a pas besoin de fertiliser. Voilà. Donc là, la protection light, c'est plutôt adapté aux grandes cultures, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et donc sur les grandes cultures, euh, par exemple, on voit très souvent qu'à l'automne, on a, mettons pour des semis un peu précoces de blé, on a beaucoup de problèmes d'insectes qui donnent des jaunisses, ou sur les colzas, chaque année, maintenant, les colzas se font détruire par les insectes. Euh, Est-ce qu'avec tes solutions, ça pourrait permettre de passer ces stress et donc de limiter la casse et d'avoir une culture qui réussisse à passer ces périodes critiques? Alors oui, la seule difficulté qu'on a, par exemple un colza, s'il se met au mois d'août ou au mois de septembre, ça veut dire qu'on va essayer de faire des actions de sol start sur la précédente culture le plus tôt possible, mais j'entends par là que avec le climat qui change, on n'a pas toujours des conditions humides au printemps. Donc forcément, si on fait des applications au mois de février, on a encore des chances qu'il pleuve suffisamment pour installer une vie microbienne qui, elle, va diminuer le taux de sel dans le sol et qui va faire qu'on aura des bénéfices par le sol. Faut déjà avoir une action sur le sol, de telle sorte que les sols étant moins oxydés, moins salés, on est directement en diminution d'attractivité insecte au moment où on va semer. Ça, c'est déjà un premier Hmm. point. Puis après, on peut, au moment du semis, sur des zones qui sont particulièrement sensibles, travailler avec un Pixum, par exemple, pour stimuler la plante dès ce moment-là. Et Pixum a aussi, comme il est très bas en oxydation, il favorise surtout la zone des insectes positifs et des prédateurs au détriment justement des ravageurs. Donc ça, c'est intéressant de fonctionner comme ça. Donc on peut arriver avec des faibles coûts à limiter et éradiquer très rapidement. Mais ça veut dire que, comme toutes les actions, on a remarqué que tout ce que l'on fait au sol, au préalable, plus on donne de la puissance au sol, au plus on a une réaction très positive en culture et plus on est prêt à mettre de la puissance au sol. Donc par exemple, si vous mettez un 10 litres sur de la culture maraîchère à l'automne, vous remettez 5 à 10 litres l'année suivante, vous avez un sol qui a beaucoup plus de potentiel que si vous mettez par exemple 5 litres, ce qui est préconisé par exemple en grande culture. Mais à 5 litres, si vous voulez, on est dans des coûts qui sont largement acceptables par les grandes cultures et c'était notre objectif. On ne savait pas le faire encore l'année dernière, mais maintenant on peut le faire. Donc c'est quand même, on va pouvoir intéresser du monde, on va dire. Voilà. La solution Pixum, je crois, c'est ça? C'est ça. Oui, et donc, mettons, ce Pixum, c'est une solution préventive, uniquement préventive, ou si j'ai pas prévu le coup et je vois que j'ai des insectes, ça peut servir aussi de solution curative. Alors, on a j'ai horreur de vendre du curatif, mais il est certain que on a de la puissance, on va dire.
Comment notre travail à UpNest consiste à ne jamais utiliser de solution curative parce que ça veut dire qu'on n'a pas fait bien notre travail. Mais néanmoins, on a de la réserve, comme on va dire, on a de la réserve sous la pédale au cas où il y ait des débordements, au cas où les gens s'y prennent au dernier moment. Il suffit de modifier les dosages. Et puis on passe d'une solution, on va dire, de nature préventive à une solution qui est beaucoup plus curative. Ok. Mais je rappelle qu'on est dans une typologie d'engrais. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Concernant la gestion des insectes, oui. Très Pareil, on bien. peut poser la même question pour la gestion du risque fongique. Donc, j'imagine que c'est plutôt des produits préventifs pour éviter l'apparition des maladies fongiques plutôt qu'une solution curative type fongicide conventionnel, quoi. C'est ça. Alors, pour aussi une raison, quelque chose qu'on a remarqué sur le terrain, c'est que vous soyez en mode lutte biologique ou chimique, vous restez en mode lutte et vous vous trouvez toujours plus fort que vous. Quand vous voyez mes précédents slides, vous voyez qu'il y a une zone de vie. Et dans cette zone de vie, il se passe peu grand-chose. Pas grand-chose, si vous voulez. Quand vous regardez le fonctionnement de la forêt amazonienne, vous apercevez que tout est en abondance là-bas. Et pourtant, climatiquement, on est à saturation d'eau, on est avec des températures élevées. L'eau, précisément, beaucoup d'agriculteurs diraient, mais avec des températures pareilles et une hygrométrie pareille, je devrais avoir que des maladies et que des insectes. Donc ça ne Mhm. s'opère pas comme ça, mais pour une simple raison, c'est que les valeurs de la forêt amazonienne, c'est juste celles qu'on vise à atteindre et qui fait qu'on obtient en fait les mêmes résultats que dans cette forêt. Là, je vous cite ça de manière générique. Forcément, quand vous avez affaire à des terres excessivement lourdes ou compliquées ou alors très sableuses, il y a quand même un temps d'adaptation pour refaire quelque chose de positif à un endroit où ça a été ou détruit ou naturellement c'est pas adapté, on va dire. Ok. Voilà, après, simplement ici, c'est pour vous expliquer qu'on suit nos clients parcelle par parcelle, tout du moins pour ceux qui le veulent, mais on en fait un point d'honneur parce qu'en fait, ça permet d'avoir un dialogue. Si vous voulez, quand je vous ai expliqué tout ça, on s'est rendu compte que vous avez beau avoir une belle dose, un bon dosage sur une surface donnée, le produit, quand il arrive dans votre cours, ben, vous n'appliquez pas un sol start de la même manière qu'un sol fertile, etc., etc. Donc, on a mis au point un outil de suivi qui fait que chaque semaine, on est en contact avec tous nos clients. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des indicateurs de bon fonctionnement et de maîtriser la bonne chose. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, moi, j'estime que notre succès, il est lié à 30% dans notre capacité à choisir des produits qui fonctionnent bien. On va dire 30% dans notre capacité à analyser les sols et donner les bons conseils. Et après, c'est 40% et juste dans cette partie-là, qui est la qualité de l'application, donc le bon produit au bon moment, et avec une interactivité on va dire nos meilleurs résultats sont chez des gens qui sont proactifs. Donc des gens qui savent appeler pour dire tiens, mais j'ai appliqué, il se passe ça. Et du coup, quand on a une pression maladie ou insecte, plus tôt on agit, au mieux c'est. Et puis lui, comme notre client comme nous, on en apprend de ça. Ok. Voilà. Alors, pour faire une analyse de sol, c'est très simple. Hein. On envoie les échantillons, il y a une procédure, ça c'est ce que j'envoie par mail. Et puis, du coup, voilà. Alors, ça c'est une partie qui est importante. Je demande aux gens de m'expliquer sur quelle culture ils vont travailler, sur quelle surface, ce qu'ils ont comme rendement, ce qu'ils ont comme prix de vente, ce qu'ils ont comme coût d'intrant et surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur parcelle. Donc, par exemple, ici, on va faire un labour le 20 mars. Le 20 mai, on va faire un épandage d'engrais Novatec, etc. Une plantation, voilà. Ensuite, une pulvérisation d'herbicides, de fongicides, un épandage, etc. Et je leur demande d'écrire clairement l'objectif, vraiment comme eux, ils le souhaitent. Et après, nous, on essaie de s'adapter en fonction de l'analyse de sol et de ce qu'ils souhaitent dans le conseil qu'on peut donner sur nos solutions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément clé aussi. C'est à partir du moment où les choses sont bien écrites au départ, et nous, on a beaucoup de facilité à répondre aux attentes. Voilà.
Et là, c'est les exemplaires vierges. Et puis après, vous trouverez sur le site internet la fiche SolStart, la fiche Global, la fiche Pixum, la fiche Prime, le Solferti, le F-Ferti. Voilà, dans ces deux versions. Et puis cette zéolite qui a l'avantage de, on va dire, de potentialiser tout ce qu'on peut y mettre en biologie du sol et en éléments fertilisants. Je me posais une question sur tes produits. Il y a pas mal de biostimulants qu'il est possible de mettre en mélange avec des produits phyto pour en améliorer l'action. Est-ce que c'est le cas avec les tiens? Alors, on a remarqué qu'on peut, sur les dernières versions qu'on a, on a beaucoup de compatibilité. Les précédentes, on n'avait pas beaucoup de compatibilité. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de puissance, je n'irai pas jusqu'à conseiller de le faire, parce qu'en fait, on est quand même une réponse globale au sol et au végétal. Faire des interactions, c'est toujours... alors, je vais revenir en grand écran, je pense qu'on me voit là. Ouais. Euh, on a remarqué que quand on a des produits qui sont puissants, on rentre facilement en interaction soit avec des produits chimiques, soit avec d'autres biostimulants. Donc si la réponse se fait automatiquement, après c'est pas interdit de le faire, mais au moins un agriculteur, ce qu'il souhaite, c'est une solution qui marche. On va éviter de mélanger des choses et jouer aux apprentis sorciers. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Des fois, je me suis trompé. Et de moins en moins, enfin, de plus en plus, on arrive à des résultats probants. Après, c'est pas interdit de le faire. Oui. D'accord, ok. Et donc oui, pour rappeler, Pierre-Luc, tu es partenaire de notre campagne Food Scanner. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi d'être partenaire et en quoi ce projet peut t'intéresser? Alors, dans notre façon de travailler, quand on effectue une analyse de sol, on effectue comme un bilan de la situation à un instant donné. Ça nous donne une information qui est précieuse pour essayer d'ajuster un conseil, on va dire, adapté. Mais c'est toujours du passé. Le projet FoodScan, il nous intéresse parce que c'est un peu comme quand vous conduisez une voiture. Si vous avez décidé d'appuyer sur l'accélérateur pour aller plus vite d'un endroit à l'autre ou simplement de diminuer, encore faut-il savoir à quelle vitesse vous roulez pour pouvoir piloter. Donc un outil de pilotage qui nous offre la possibilité d'avoir une mesure instantanée, elle est très intéressante pour nous qui sommes sur le terrain, elle est très intéressante pour tous les conseillers techniques, elle est très intéressante pour l'agriculteur qui, à partir du moment où il est doté d'un appareil comme celui-ci, peut lui comprendre l'action de, par exemple, d'un sol start et les bénéfices qu'il peut en avoir, et ensuite prendre lui-même la décision, petit à petit, de faire ses propres ajustements. Et en particulier sur les engrais, où il n'y a pas de nécessité de mettre plus d'engrais à partir du moment à partir du moment où on a des données avec le FoodScan qui nous permettent de piloter notre fertilisation ou nos produits comme SolStart ou F-Global. Voilà pourquoi je suis intéressé. D'accord. Alors, en conclusion, je dirais qu'on est aujourd'hui dans une forme de maturité qui nous permet d'envisager le partage et la croissance, parce que les résultats sont de plus en plus stables et puis ils sécurisent beaucoup les agriculteurs. Ce que je trouve très bien, c'est que la synergie qu'il y a entre l'utilisation d'un food scan et nos méthodes, c'est une très belle complémentarité et ce qui nous permet d'être également en partage de données avec Vers de Terre pour être au bénéfice beaucoup plus rapidement de l'agroécologie telle qu'on le conçoit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un facteur de progrès. Ok. Bah, je te remercie pour cette conclusion, Pierre-Luc, j'aurais pas dit mieux.
puis bah, je te remercie pour ton temps et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.